voir que l'exemple de la famille musulmane, elle est mise dans le 5e type. Dans cette étude européenne, elle est mise dans la famille communautaire endogame. C'est-à-dire, c'est une famille, pour les sociologues, qui est basée sur des liens très forts dans le couple, qui est dont l'autorité parentale est surtout masculine, qui est accentuée, et les mariages se font la plupart du temps dans la communauté. Et donc avec les exemples de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, etc. Bon. Je passe directement, avant de passer donc au modèle que présentent les sociologues arabes, comment ces différents types de familles qui existent, comment elle est répartie en Europe. Dommage que ici, avec le rose qui plane sur toute la présentation, il y a énormément de couleurs qui ne passent pas. Sachez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs, alors qu'ici on n'a que 2. Bon, ça c'est les jeux de contraste. Donc dommage qu'on n'a pas pu présenter ça. Je vais demander au caméraman, s'il peut, de faire un zoom sur mon écran, parce qu'il est... Non, mais il ne voit rien, mais c'est pas grave. C'est un petit problème technique. Voilà. Voilà, donc on voit bien que les couleurs n'ont pas le même rendu quand l'écran est rose ou quand il est blanc. Voilà. Donc ici, on voit bien les différents types de familles que j'ai citées, comment elles sont situées géographiquement dans toute l'Europe. Et quand on voit la couleur bleue, verte, rouge, bleu clair, alors bon, non, bleu clair c'est la mer, donc bleu, vert et vert foncé et rouge. Alors ça c'est les familles caractérisées surtout en Europe, ce qu'on a appelé les familles nucléaires absolues, communautaires, les familles souches, etc. Et on voit bien que en France, il y a un mélange de tous ces types de familles. Alors en bas, on a la Turquie qui est dans une couleur mauve, et ça c'est ce qu'on appelle la famille communautaire endogame. Voilà. Alors la représentation sociologique de la famille, on ne trouve aucune partie en France qui représente ce type de famille qui existe, que ce soit dans la communauté turque en France ou musulmane en France. Donc ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, les familles musulmanes dans leur modèle social ne sont pas encore vraiment représentées chez les sociologues. C'est une réalité. Voilà, donc ça nous montre un peu le travail qu'on a à faire par rapport à ça. Alors, si tu peux changer la source. Voilà, donc si on passe maintenant de cette géographie européenne des différents types de familles qui existent, on va revenir à une typologie qui est faite par un certain sociologue. Lui, c'est un sociologue libanais, il fait partie de l'association des sociologues arabes. Il a mis en évidence 3 types de familles qui existent aujourd'hui dans le monde arabe. Donc, et on voit bien la mutation de la famille à travers le temps, depuis la famille traditionnelle historique dans le monde arabe, jusqu'à la famille nucléaire qui commence aussi à voir le jour dans le monde arabe à travers le modernisme, la relation avec l'Occident. Donc il parle en général de 3 types
de familles dans le monde arabe. La famille traditionnelle, bien sûr, qu'on connaît tous, qui conserve les structures de la famille à travers les valeurs. La famille changeante, donc c'est une famille intermédiaire entre la famille traditionnelle et la famille nucléaire. Donc on a vu les deux types en Europe. La famille nucléaire qui se restreint à un homme et une femme et quelques enfants, 6 ans des enfants. Et la famille nucléaire qui existe aujourd'hui, qui elle est surtout centralisée dans les milieux urbains dans le monde arabe. Alors, un autre champ qui est en relation directe avec la famille, c'est la relation que la famille a avec ces trois champs, ces trois grands axes qui sont les valeurs, l'éthique et la moralité, les lois, et puis la réalité du terrain. Comment les familles vivent et comment elles sont structurées aujourd'hui. Ce que j'ai présenté dans les schémas européens, ça c'est la réalité, c'est ce qui existe. Bon, il y a une interaction entre ces trois axes. Dans le modèle absolu de la famille traditionnelle que tout le monde aimerait avoir et voir, c'est cette dépendance entre valeurs, lois et réalité dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on construit une famille à partir de règles qui sont des lois juridiques basées sur des valeurs et des principes. Voilà. Comme ça, les familles, leur définition est claire et on sait avec qui on se comporte. On a un modèle pur, absolu. Mais la réalité, elle est autre. C'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution des valeurs, l'interaction avec les lois, avec l'histoire, la présence et la mixité sociologique et sociale dans les pays européens dans lesquels on vit aujourd'hui, nous montre que, eh bien, actuellement, c'est la réalité qui s'impose. Les gens vont construire des familles en fonction de leurs sentiments, de leur contexte, de leur travail, de leur etc., indépendamment des lois et des valeurs. Et après, la loi, elle essaie de s'adapter à ces situations-là. Et tout le monde est mis au pied du mur. Et les gens, que ce soit les parlementaires, que ce soit les juges, que ce soit les hommes politiques, que ce soit, ils sont obligés de dire ce qu'ils pensent de ces nouvelles structures familiales qui existent, comme par exemple la famille qu'on appelle aujourd'hui homosexuelle, les familles homoparentales. Des fois, tout le monde est mis au pied du mur. Pourquoi? Parce que voilà, c'est des réalités qui existent, qui sont là, qui s'imposent à nous, qu'on soit musulman, qu'on soit pas musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit etc. Et qu'on appelle tout le monde à s'exprimer face à cette réalité-là, en mettant à dos toutes les valeurs. Et donc les valeurs se trouvent en crise. Et on commence à faire sauter des remparts, les remparts institutionnels, les remparts politiques, les remparts historiques, les remparts juridiques, les remparts psychologiques, les remparts médicaux, et puis les remparts religieux. Et aujourd'hui, on est en confrontation avec le rempart social par rapport à ça. Alors, je vous donne juste quelques déroulements de quelques dates remarquables de l'histoire de la famille en France pour juste comprendre. Donc, en 1792, l'autorisation au divorce, parce qu'on sait que dans la chrétienté, le divorce est interdit. En 1804, donc en 1804, il y a cette loi qui va interdire à la femme mariée de voter et de se représenter légalement.
et elle va attendre jusqu'en 1938 pour que cette loi soit supprimée et pour que la loi retrouve un peu ses capacités juridiques pour qu'elle puisse ouvrir un compte en banque, pour qu'elle puisse voter, pour qu'elle puisse participer, etc. Donc, en 1965, la femme mariée peut exercer une activité professionnelle sans l'accord de son mari. C'est juste en 1965. Alors, quand on parle de ça, lorsqu'on parle de ces points historiques, on imagine tout ce qui se passe derrière par rapport à la famille, par rapport à la cellule familiale, aux relations sociales, les relations envers le mari, les enfants, les complications, etc., etc., etc. Et puis les représentations politiques dans le Parlement, dans les assemblées, dans les syndicats, dans tous les domaines. Voilà. Donc, et on va attendre mai 68 pour cette révolution française, cette révolution bien sûr des mœurs, qui va appeler à la libéralisation complète de la femme, et bien sûr, et ça, cette notion de libéralisation de la femme va être utilisée, même si cette notion, elle est une notion de valeur, elle va être utilisée par certains pour détruire un ensemble, un amas d'autres valeurs. Voilà. Donc, je vous présente ça comme ça, cru. N'est-ce pas? Et à travers ça, donc, en 1970, le premier résultat direct qui va sortir de mai 68, c'est le père n'est plus le chef de famille. Donc, la responsabilité est partagée entre le père et la mère. Et les hommes, dans cette tourmente, vont se battre jusqu'en 2001 pour avoir une possibilité d'avoir un congé paternel. Comme les mamans, ils ont un congé maternel. Donc c'est en 2001 que les papas retrouvent un petit peu le dessus et le droit bien sûr, d'avoir ce congé paternel. En 2005, maintenant, c'est par rapport à la filiation, l'enfant peut choisir le nom soit du père, soit de la mère, soit des deux. Je vous parle juste de la France. Alors, vis-à-vis de cette tourmente sociale qui existe, qui est des pressions interactives entre les différents groupes de pensée qui existent, entre les différents systèmes de valeurs, entre les différents groupes de pression politiques aussi, et religieuses, etc. Donc, on va dire, les familles qui sont issues de la civilisation occidentale, qui sont traditionnelles, traditionnalistes, ont essayé de s'organiser sous forme d'associations pour défendre un peu ce qui reste de quelques valeurs. Mais on trouve un tissu associatif assez exprimé à travers, bien sûr, l'Union nationale des associations de familles, avec 8000 associations en France, qui réunit à peu près 800 000 familles et avec 70 mouvements familiaux. Il y a d'autres associations qui vont voir le jour aussi. Ces grandes associations nationales qui essaient de défendre les familles, elles ont des antennes départementales qui sont dans tous les départements en France, et on appelle les UDAF, l'Union départementale des associations familiales en France. Et il existe dans tous les départements. Elles ont beaucoup de liens et de relations avec le pouvoir public, ils ont beaucoup de subventions, ils ont des relations avec les écoles, ils travaillent, mais le problème c'est que leur influence réelle dans les systèmes de valeurs, je pense que la sœur Kalima va nous en parler aussi, elle est très très limitée. Donc il y a ils essaient de faire quelque chose au niveau scolaire, etc. Bon, mais il faut dire que la communauté musulmane, elle est complètement absente, mais vraiment complètement